Donc je continue par le troisième cas qui pour moi est très important, même s'il y en a quelques autres. C'est le cas du bois des Pranes. Alors le bois des Pranes, c'est une région qui se situe dans le Haut-Var, entre Antepus et Château-Double. Un jour, je rencontre un policier, un inspecteur, qui était en train de passer commissaire d'ailleurs, et qui était un personnage assez hors norme, et qui avait vécu, il me dit, mais j'ai vécu une histoire extraordinaire, je veux bien vous la raconter, mais je lui dis, oui, bon. Il nous a même invités, on était deux, il nous a invités chez lui et tout, il nous a raconté cette histoire. Alors, ce gars était un chasseur, et pour se délasser un peu, il avait acheté un cabanon dans la forêt du bois des Pranes, dans le Haut-Var, où il allait, même quand il n'y avait pas la chasse, il n'y allait pas armé, et puis il restait dans son cabanon, il s'éclairait aux bougies, il lisait, il avait un transistor à pile, tu vois, comme à l'époque. Et ce soir-là, on était un samedi, probablement, on est le 26 août 76. J'ai repéré ça grâce à la pleine lune, parce que j'ai pris l'enquête à peu près un an, pas tout à fait un an après. Il était là en train de bouquiler, il était dans les minuit, et tout d'un coup, alors, il faut bien que tu imagines l'endroit. Il est dans la cambrousse, mais totale, dans le bois des Pranes, quoi. Il entend un hurlement, mais quelque chose d'absolument effroyable. Sans son éveil, il éteint son transistor, où il y avait des crépitements d'ailleurs. Il éteint la bougie, et il attend. À peu près 30 secondes après le premier, deuxième hurlement épouvantable. Là, le flic se réveille, il saute, il ouvre la porte, et il y avait la pleine lune. Donc on y voyait à peu près. Et son cabanon était situé à l'orée d'une clairière, du bois en fait, à l'orée du bois, dans une petite clairière. Et il voit, à 20-25 mètres de lui, 3 personnages, dont il distingue les formes, et 3 personnages face à lui, comme ça. Et dès que les personnages le voient, ils tournent, ils prennent sous le bras celui qui est au milieu, et tout ce petit monde s'en va en dandinant, comme ça, dans la forêt. Ils rentrent dans la forêt. Je me suis souvent posé la question, qu'est-ce que tu aurais fait à sa place, quoi? Parce que là, pas un chat, pas armé, dans la forêt, bon, qu'est-ce que tu crois qu'il fait, le gars? Il prend un bout de bâton qu'il avait là, il ferme la porte, il entame la filature. Et il disparaît dans les bois. Il va les suivre pendant 1h30. En maintenant la filature, tout doucement. Alors, de temps en temps, il passe par des clairières où c'est un peu plus éclairé. Donc il voit qu'ils sont petits, ils font 1m10, 1m20. Ça dandine toujours, et celui du milieu a l'air très blessé. Et de leurs mains libres des deux côtés, ils ont un espèce de petit objet qui ressemble à lui, il appelait ça un manche de parapluie. Parce qu'il est recourbé au bout comme ça. Voilà. Et tout ce petit monde-là marche. Voilà. Donc 1h30 plus tard, il passe devant une ferme abandonnée qui est en ruine, où il y a un puits. C'est ce qui lui permettra plus tard de se repérer parfaitement. Et il s'approche de ce qui lui semble être un objet rectangulaire, noir. Alors il se dit, c'est peut-être des singes finalement. Il y a peut-être une caravane de gitans, tu vois, c'est la caravane. Sauf qu'en approchant, il voit que la caravane noire, là, il y a une espèce d'antenne qui traîne par terre, mais elle ne touche pas le sol, il n'y a rien. Alors, pendant ce temps-là, pendant 1h30, évidemment, ça avait tourné dans le ciboulot, tu penses bien. Soit lui, il ne croyait pas à tout ça, mais il est là quand même. Bon, et puis les êtres commencent à avancer près de l'objet. Il se dit, mais on ne va jamais me croire. C'est une histoire de fou, ça, on ne va jamais me croire. Il faut absolument que j'en capture un. Et voilà mon gars qui commence à accélérer des parts arrêtées comme un fou. Il dit, je tombe sur un, je le chope, ou je chope au moins un des... Le manche de parapluie, tu vois. Il arrive, mais alors, comme un boulet de canon lancé, il arrive dessus, et à 5 mètres, les êtres avaient commencé à faire le tour de l'objet. À 5 mètres, il y a un éclair gigantesque dans la forêt.
Et lui, il est un peu comme ça, il se voit tomber sur le côté, tu vois. Poum. Et il avait pris une lampe de poche dans sa poche, comme ça, alors il met la main, il cherche, il se relève, il va, il regarde, il n'y avait plus rien, évidemment. Les RR3 sont les seuls cas où tu sais pas comment ça... Enfin, tu connais pas le déroulement de la séquence, mais tu sais toujours comment ça se termine. Hein, ça change, c'est immuable. Donc, il n'y avait plus rien. Alors, il cherche de partout, plus rien. Et puis, il est là, avec une belle migraine, il se dit, maintenant, il faut que je rentre, mais je ne sais plus où je suis dans la forêt, parce que c'est gigantesque, le bois des Pranes. Moi, j'y suis allé, je peux te dire que... Donc, il a tourné toute la nuit. Et le matin, quand l'aube a commencé à se lever, il a eu de la chance, il a recroisé la nationale en dessous. Donc de là, il a pu remonter toute la route et retourner à son cabanon. Il a dormi 2 heures, une migraine épouvantable, et il est reparti. Il dit, il faut qu'en plein jour, je regarde s'il y a quelque chose d'étrange. Il a retrouvé, il a refait tout le chemin. Il avait tout mémorisé, il a retrouvé. Et il n'y avait rien. Eh oui. Voilà. Alors il faut savoir que le gars, c'est un flic, Oui. un chasseur, et c'est quelqu'un qui était dans l'armée en Algérie, je crois. Sa femme m'a dit, mais j'ai un mari, il est fou. Il a chargé sous la mitraille, il est hyper décoré, il n'en parle jamais. Mais courageux. Ouais. Ce qui explique un peu tout ça. Oui. Mais quand tu regardes la structure du cas, tu peux, si tu es un bon psy, détecter un certain nombre de relations. Est-ce que ça veut dire que c'est une hallucination? Certainement pas. Une hallucination ne permet pas de retrouver son chemin pendant 1h30 dans des trucs pareils. Ça ne marche pas, cette histoire. Alors ça, le bois des Pranes, l'affaire du bois des Pranes est un cas extraordinaire. Il est là-dedans. J'ai même fait le dessin. Voilà. Ça fait partie des gros cas. Tu regardes à 76. Hein, ouais. Voilà, je verras montre le dessin. livre dans lequel se trouve le cas du bois du Prane. Voilà. Ben, les 3 gros cas que j'ai enquêtés sont dedans en dessin, hein, voilà. évidemment. Donc, voilà le genre de cas sur lequel tu tombes. Tu vois. Alors, j'en reviens maintenant à quelque chose d'un petit peu plus global et qu'il faut bien comprendre. Quand tu as tes 350 cas, ton échantillonnage, tu commences à lire tout ça. Tu les lis un par un. Et puis, au bout d'un moment, tu viens un petit peu démoralisé quand même, parce que tu comprends réellement l'expression d'Aimé Michel du carnaval de l'absurde. Parce que tu es dans une forme, c'est un tissu à la fois de créativité et d'absurdité, et surtout, il n'y a jamais un cas qui est pareil que l'autre. Tu es toujours dans des scénarios différents. Autrement dit, tu te trouves dans une forme, c'est un peu comme un kaléidoscope, si tu veux. Tu regardes et ça bouge sans arrêt comme ça. Ouais. C'est d'ailleurs la grande accusation d'incohérence que nous font les scientifiques. Ils disent, mais il n'y a rien de cohérent là-dedans. Hein, ok. Et quand tu continues malgré tout, il y a un moment où il se passe quelque chose en toi. Tu te dis, mais attends là. Je lis ces singeries là. Et pourtant, plus j'avance, et plus j'ai l'impression de lire la même chose.